Deuxième partie de notre émission avec l'invité politique de Territoire d'Info, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire et avec TV5 Monde. Et l'invité politique ce matin en direct, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Nathalie Moret du groupe EBRA pour l'Est républicain ce matin. Alexis Corbière, votre interview sera retransmise sur les sites vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. Voilà, Emmanuel Macron annule la hausse des taxes et corrige le Premier ministre Édouard Philippe. On le sait, ça fait l'objet d'ailleurs d'un papier dans le Figaro de Marcelo Westfred et d'Arthur Berda ce matin. Estimez-vous que le Premier ministre est désavoué et selon vous, doit-il en tirer des conclusions, peut-être démissionner? Il y a beaucoup de personnages importants qui sont désavoués. Et je dirais même que quelque part, c'est même le président de la République lui-même, dont on sait bien que quand le Premier ministre parle, c'était quand même calé, si je puis dire, avec le président de la République. Et 24 heures plus tard, le président de la République, voyant l'effet assez peu positif qu'avait produit la première parole du Premier ministre, je parle de celle de mardi maintenant, recadre. Bon, on voit bien que c'est un couple, comment dirais-je, de pouvoir qui est en situation de crise. Parce que ce que nous vivons, selon moi, est un moment très important qui s'inscrit dans les grands moments de l'histoire du pays. C'est quelque chose d'extrêmement profond, par la forme, par le fond. Il y a une colère contre la vie chère qui est là, qui est extrêmement large, qui a un soutien aussi très très profond, vous l'avez dit plusieurs fois, avec, on va dire, 75-80% de la population qui reste peu ou prou en soutien à ces gilets jaunes, et une représentation nationale, 75 à 80% des députés qui sont contre les gilets jaunes. Et la question, c'est de savoir si Édouard Philippe peut rester Premier ministre. Je pense qu'il est très affaibli, mais quand bien même, après tout ça, c'est quand bien même le président de la République qui a le pouvoir souhaiterait se séparer d'Édouard Philippe pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Moi, de ce que je vois sur ces ronds-points, de ce que disent aujourd'hui les gilets jaunes, c'est la personne elle-même du président de la République, Emmanuel Macron, qui est visé. Et attention à utiliser le fusible trop rapidement, ça remonte encore plus rapidement auprès du président de la République. Donc on voit bien, parce que moi, on va peut-être en parler, ce que je vois, c'est qu'il y a même une contestation. Premièrement, il y a un refus du consentement à l'autorité dans cette mobilisation des Gilets jaunes. Il y a une critique de nos institutions extrêmement forte. Les gens veulent retrouver une dignité civique, veulent être des citoyens qui ont des pouvoirs nouveaux, et c'est des institutions elles-mêmes. On voit bien qu'ils sont questionnés. J'entends, on veut supprimer le Sénat, pardon pour cette vénérable maison. Les gens veulent des référendums révocatoires. Moi, je suis plutôt pour, etc. Quand vous voyez le niveau de violence à l'encontre, effectivement, du président de la République, il y a même des appels au meurtre contre des parlementaires. On a retrouvé même des armes. Des appels au meurtre. Oui. Est-ce que le gouvernement demande aux partis politiques de lancer des appels au calme? Est-ce que vous dites à vos partisans modération samedi? Moi, j'appelle à manifester samedi. Est-ce que vous condamnez la violence et vous dites attention? Bien sûr, évidemment qu'il ne faut pas... De toute façon, la violence, il ne la faut pas, premièrement, parce que la violence est quelque chose que je désapprouve fondamentalement. Et deuxièmement, y compris, j'ai envie de dire, tactiquement, par rapport à ce mouvement important, ce serait une stupidité, parce que ça peut se retourner contre ce qui fait sens à cette manifestation. Donc vous appelez au calme? Mais bien sûr, j'ai toujours appelé avec mes amis à ce que ce soit des grandes démonstrations de force populaire qui portent en elles-mêmes une critique contre la vie chère, pour une augmentation notamment du SMIC, pour une réforme fiscale, pour de la justice fiscale, avec notamment, vous le savez, ce rétablissement de l'ISF, une critique contre le CICE, toute une série de choses qui sont portées par les Gilets jaunes, et certainement pas de s'en prendre soit aux forces de l'ordre ou de casser je ne sais trop quel monument national. Pourquoi, quand dans l'hémicycle, tout le monde se lève pour rendre hommage au courage des forces de l'ordre, vous, le groupe La France Insoumise, vous restez assis? Mais parce que nous sommes levés plusieurs fois, nous avons plusieurs fois rendu hommage aux forces de l'ordre, et que cette espèce de tactique politicienne, non mais je vous en prie, de tactique politicienne qui vise à ce qu'une fois de plus, la main sur le cœur, on veut, tout blanc, sa main supporte. Ce gouvernement doit aux forces de police 2 millions d'heures supplémentaires non payées, d'accord? Maltraite la police de manière générale. Et là, d'un seul coup, non mais, au bout d'un moment, ça suffit d'instrumentaliser la souffrance de la police pour faire croire qu'il y aurait d'un côté ceux qui soutiennent les forces de l'ordre et les autres non. C'est pas le sujet. Au bout d'un moment, ça commence à m'agacer, et de toute manière, on a un peuple mobilisé. Le problème, c'est... Essayons de comprendre pourquoi des gens, j'ai envie de dire, qui n'ont pas l'habitude de manifester, rentrent en situation de colère, voire même de rage, que j'ai vu moi-même, vous l'avez vu, je sais que vous êtes un journaliste de terrain, quand on parle avec des gilets jaunes, des gens vous disent, moi j'ai jamais manifesté de ma vie, je suis là, j'ai discuté avec des petites dames la dernière fois qui me disaient, moi je reviens, j'ai été gazé la semaine dernière, cette fois-ci je reviens, elle me montre une petite fiole, vous savez, de sérum physiologique qu'utilisent, généralement c'est plutôt les militants de l'extrême gauche qui ont ça dans les poches, et qui disent cette fois-ci, et ça brûlait à côté, je dis, mais ça vous fait pas peur? Non, bon,
Non, mais comprenons ça, parce que le problème, bien sûr qu'on condamne tous la violence. La question, c'est comment se fait-il qu'un peuple se retrouve dans une situation d'une telle colère où non pas qu'il approuve la violence, mais j'ai vu de mes yeux que quelque part, il ne la désapprouve pas dans le feu de la mobilisation. D'accord ? Donc c'est à ça qu'il faut répondre. Et ça, c'est une réponse politique. J'entends des choses qui m'inquiètent de la part d'un ministre de l'Intérieur complètement à la ramasse, pardon de l'expression, M. Castaner, qui n'a rien d'autre à dire que de faire peur, mais ne donne pas la réponse politique. Et ce que vous m'évoquez pour engager notre discussion, à savoir cette espèce de bafouillement de la part du président, du Premier ministre, amène à ce que les gens ne font plus confiance à la parole et ils veulent la victoire tout de suite. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de manifestation samedi de masse, eh bien, augmenter les salaires, on peut le faire. J'entends parler du mot d'ordre d'augmentation du SMIC à 200 €, une réforme fiscale significative, un début de réflexion réelle pour des institutions peut-être plus démocratiques. Ça, ce serait quand même un peu plus consistant que cette espèce de truc moratoire, nous dit le Premier ministre. De Rugy trouve malin de dire devant les députés qu'en fait ça n'est qu'une pause, pour que le lendemain en fait on dise non, c'est un retrait définitif. Ça doit venir du président de la République, selon vous ? Écoutez, le caractère jupitérien des institutions, l'utilisation qu'il en a fait depuis 18 mois, qui à mon avis est une erreur totale, l'utilisation de tous les traits boursouflés de la monarchie présidentielle, lui revient au visage. Comme il voulait apparaître comme le personnage majeur, eh bien la crise lui revient directement au visage. Alexis Corbière, quand un gilet jaune hier, vous étiez sur le même plateau de télé, dit on va aller devant l'Élysée, on va rentrer dans l'Élysée, c'est un discours putschiste. Non, alors, bon, que les choses soient claires, parce que j'étais là, ne faisons pas dire plus que ce qu'il voulait dire. Il disait, le pouvoir est à l'Élysée. Une des figures de la contestation, M. Drouet. Non, mais je l'ai bien entendu ce qu'il dit. Il disait, il faut aller manifester, où ça ? À l'Élysée. Et le journaliste lui dit, et qu'est-ce que vous ferez devant l'Élysée ? Il dit, on rentrera. Mais il y a quand même une volonté de renverser le gouvernement dans la rue. Est-ce que vous y associez ? Moi, je pense qu'il serait bon, effectivement, qu'il y ait un changement politique. Par la rue, dans la rue ? Je suis en train de vous dire, on va se comprendre bien, que cette mobilisation puisse amener à ce qu'on en revienne aux urnes. Ça me semblerait une manière démocratique et pacifique de trancher ce grand moment de blocage. Je vous l'ai dit tout à l'heure par quelques chiffres simples. 75 à 80% de la population se reconnaissent plutôt gilets jaunes. 75 à 80% de l'Assemblée nationale est plutôt contre les gilets jaunes. Faut dénouer. Et on en revient à une question fondamentale. Pour moi qui aime l'histoire comme vous, qui est le souverain ? C'est la question qui traverse ce pays. Le monarque ou le peuple ? Voilà. Soit vous avez M. Macron et ses amis qui répètent « j'ai été élu il y a 18 mois, rentrez à la maison, j'ai été élu il y a 18 mois », soit vous avez un peuple qui dit « nous, on est mobilisés et on n'accepte plus cette politique ». Comment on dénoue ça ? Moi qui ne veux pas la violence, nécessairement un retour aux urnes. Si c'est le peuple de force... Avec des listes gilets jaunes ? Ça, ils en décideront. Moi, j'en sais rien. Vous savez, moi, je suis un acteur. Ça, c'est d'un seul coup que les choses soient claires. Et je sais, vous le savez. Moi, je suis pas porte-parole des Gilets jaunes. Je vois là-dedans des choses qui sont intéressantes, des choses que je n'approuve pas. Je vois surtout quelque chose qui annonce, selon moi, déjà ce qu'on avait déjà vu dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire une mise à distance très forte des partis traditionnels, des syndicats, une colère contre tout ce qui représente le pouvoir. D'ailleurs, les syndicats se réunissent tous aujourd'hui pour la première fois au siège de la CFDT. Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans ce mouvement ? On verra. Moi, je n'aime pas critiquer les syndicats, mais je pense qu'ils ont perdu la main dans un premier temps. Ils auraient dû comprendre que c'était important et que cette mobilisation de milieux populaires, ils avaient toute leur place. Comme ils l'ont, pour certains, ils ont même eu la maladresse de les critiquer un petit peu. C'est un peu dommage aujourd'hui, mais c'est à l'image de ce qui est en train d'avoir lieu. C'est ce que vous savez, ce dégagisme dont on avait parlé pendant l'élection présidentielle, cette mise à distance, j'étais en train d'écrire des partis traditionnels, etc. Elle touche tout le monde. Mais ça vous concerne. Marcelo Westfred, vous êtes, pardon de parler de vous, mais un fin connaisseur de l'Amérique latine. La crise en Argentine qui a touché ce pays a pris des formes extrêmement violentes contre les partis traditionnels, y compris contre les organisations syndicales. Quand la colère, vous le savez, quand la colère populaire est là, elle touche tout le monde. Donc c'est pourquoi faisons attention et essayons de voir comment, à la fois, on ne passe pas son temps à condamner ce peuple à colère et comment on essaie de trouver une issue démocratique à tout ça, qui est, je le répète, peut-être un retour aux urnes, mais pas seulement pour dire aux gens, revenons dans le cadre de la Ve République, qui selon moi est un système déformant de la représentation populaire, de la représentation nationale, comment on reforge dans ce mouvement aussi de nouvelles institutions. Peut-être vous trouvez ambitieux, mais l'idée d'une assemblée constituante pour rediscuter de nouvelles institutions avec des droits nouveaux, le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc, la fin de cet ultra-présidentialisme absurde, etc. Le programme de la France insoumise. Pas du tout, non, le programme des Gilets jaunes. Un mot sur les lycéens qui sont dans la rue beaucoup depuis hier, surtout dans les villes moyennes, y compris dans votre département, la Seine-Saint-Denis, avec des mots d'ordre et en tous les cas des revendications extrêmement hétéroclites. Ils ont des modes d'action parfois violentes. Est-ce que vous les soutenez ? Moi, je soutiens la mobilisation de la jeunesse. Y compris avec un mode d'action violent. Pour la deuxième fois, mais je pourrais le répéter. Non, moi, je ne soutiens pas la violence, ce n'est pas le sujet. Mais la violence, elle est sociale, elle est très forte.
Je répète, pour quelle raison des gens, à un moment donné, se mettent en rage? C'est qu'ils ont l'impression d'avoir subi beaucoup de violence. Comment se fait-il quand même que quelqu'un dans ce gouvernement, et même ce gouvernement, ait cru qu'on pouvait s'en prendre à des retraités qui gagnent 1 200 € par mois et augmenter la CSG? C'est extrêmement violent. Comment se fait-il que des gens se sont dit, alors qu'on va supprimer l'ISF, c'est-à-dire qu'on va rendre aux 100 contribuables les plus riches du pays 1,5 million d'euros à chacun, qu'on va baisser les APL de 5 €? Moi, le premier acte que j'ai fait à l'Assemblée nationale, je me suis même fait gronder par François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. C'était de montrer des pattes, vous vous en souvenez, combien ça valait 5 €. On m'a rionné. Et je me souviens, j'avais dit, ça finira mal ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, ça finira mal. Quand vous méprisez les gens pendant 18 mois, au bout d'un moment, quand les gens se mettent en rage, il ne faut pas dire, mais pourquoi tu te mets en colère? Ben ouais, ça fait 18 mois que vous insultez le peuple. Corbière, sur l'ISF, le président a été très clair, il a fait savoir qu'on ne reviendra pas sur cette suppression. Je pense que c'est une erreur. Ils ne comprennent pas l'erreur fondamentale qui est presque, comment dirais-je, originelle de ce gouvernement. Le premier acte, là, qu'il fallait faire absolument, c'était revenir là-dessus. Et le président de la République avait une parole, moi, qui m'avait fasciné. Il avait dit, bah oui, dans mon entourage, tout le monde me demandait ça. Ça en dit long de ce qui constitue son entourage. Pour ma part, je connais assez peu de gens qui payent l'ISF. Manifestement, ces ultra riches, moi, on appelle après cette oligarchie, ça constitue l'entourage du président de la République. Et là, on en revient aussi au problème fondamental. Nous sommes un grand pays de 66 millions d'habitants. Justement, qui ne sont pas constitués de gens qui payent l'ISF. On voit que manifestement, le président ne reviendra pas dessus. En revanche, sur la fiscalité... Attendez, on verra la mobilisation. On prend les paris, ça se tourne en 3 jours, ça va bouger. En revanche, un grand débat va être ouvert. Est-ce que vous participerez à cette grande concertation sur les territoires? Non, on verra. Moi, ce dont j'ai vu, je l'ai lu dans la presse. Si c'est pour organiser le grand défouloir, qui consiste à dire cause toujours, tu m'intéresses, avec pour préalable surtout, démobilisez-vous, plus de mobilisation. Et on va parler. J'ai bien compris l'astuce. Aujourd'hui, ce qui crée une force, c'est cette mobilisation populaire. Donc vous n'irez pas, à votre avis, c'est un leurre. Ce gouvernement n'a rien d'écologique, par ailleurs, rien du tout. Il n'a rien fait de ça. Il a tourné... Personne n'y croit. Un truc très simple, par exemple, quand ce même gouvernement approuve le traité CETA de libre-échange avec le Canada, qui continue à accélérer le grand déménagement de la planète, et qu'un seul des conteneurs qui amènent des produits de l'autre côté de la planète consomme autant que plusieurs centaines de milliers de véhicules, bon, et ainsi de suite, on pourrait continuer les dossiers. Bon, au bout d'un moment... Le problème, c'est que l'écologie, qui est un vrai sujet, est utilisé uniquement comme un prétexte pour dire aux gens, vous êtes des bofs, des pollueurs, c'est bon. Les gens ne l'acceptent plus. C'est Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Vous avez annoncé que vous alliez déposer une motion de censure avec les socialistes contre le gouvernement. Est-ce que vous allez la déposer vraiment et quand ? Ça va sans doute, au vu du calendrier, il faut 48 heures, je crois. Bon, ça va, si elle est déposée d'ici la fin de semaine, le débat aura sans doute lieu la semaine prochaine. Et avec les socialistes ? Alors, je suis heureux de voir que dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas, oui, dans cette mobilisation, il y a plein de gens qui évoluent. C'est le retour de l'union de la gauche, ça ? Non, pas du tout, parce qu'on la votera avec qui le veut d'ailleurs. Elle sera déposée quand ? Je vous l'ai dit, là, en fin de semaine. On en était là. Quel sera le premier signataire ? Ah, ça, j'en sais rien, franchement. Ça a peu d'importance. Non, mais ça a peu d'importance. Pour tout vous dire, à l'heure où nous parlons, certains de mes amis sont en train de rencontrer des responsables des différents groupes, justement pour voir un peu le texte et comment il est ficelé. C'est-à-dire le PC, le PS ? Oui. Il y a un député de la France Insoumise qu'on a vu beaucoup, et presque même plus que Jean-Luc Mélenchon, c'est François Ruffin. Ouais. Il fait le show permanent devant l'Élysée, etc. Est-ce qu'il ne fait pas, dans cette période, un peu d'ombre à votre leader, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je trouve qu'il fait la lumière à tout le monde. Écoutez, il fait du boulot, c'est bien, vous l'avez remarqué, les médias l'aiment bien, il a son franc-parler, je trouve ça plutôt bien. C'est lui l'avenir de votre mouvement ? Ça, on verra, je sais pas, je pense qu'on aurait tort de vouloir voir dans cette mobilisation des Gilets jaunes des questions un peu politiciennes de ce que devient la France Insoumise. François Ruffin, de toute manière, il a sa personnalité depuis un moment, il y en a d'autres qui se font voir dans cette mobilisation. Dans une vidéo, quand il dit que Macron finira, comme Kennedy, ce sont des propos rapportés qu'il a écoutés dans sa circonscription, est-ce qu'il va trop loin ? Il rapporte des propos. Moi, l'autre jour, je me suis fait attraper sur les réseaux sociaux parce que je photographiais des Gilets jaunes. Il y avait un qui avait mis Macron pendaison. On m'a dit, vous appelez à pendre le président de la République. Non, mais il faut aussi rapporter combien il y a une colère qui prend des formes, d'ailleurs, parfois un peu... Personne ne souhaite la mort d'Emmanuel Macron, je le dis clairement, ni même François Ruffin, c'est pas ça le sujet. Mais je répète que
il est bon aussi qu'un parlementaire ne soit pas tout le temps dans la langue de bois et le propos feutré et le robinet d'eau tiède, de dire voilà ce que nous entendons, des propos terribles. Et moi je crois, là encore, que ce qui est questionné, c'est les gens ne veulent pas seulement changer de monarque, ils veulent redevenir acteurs politiques. Non mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que je discute franchement avec des gens où il y a quelque temps, ils m'auraient dit tes questions institutionnelles, on s'en fiche, c'est pas le sujet, mais dans la chaleur de la mobilisation. Bien sûr, ils veulent, c'est la question du frigo, des fins de mois difficiles, mais au non, ils disent mais moi aussi j'en ai ras-le-bol d'être pris pour un imbécile et comment je contrôle mes élus. Ils veulent avoir la possibilité, même en cours de mandat, de rester un citoyen, j'ai envie de dire, en pantalon long et pas en culotte courte, pour reprendre des vieilles expressions. Parce que la Ve République infantilise les citoyens. Moi, j'ai face à moi des gens de République En Marche qui me disent « Vous avez été élu il y a 18 mois, monsieur Corbière, vous voulez rejouer le match ». J'entends que ça en permanence. Donc, c'est pas vrai. Mais on a l'impression, on ne peut rien dire. Mais au nom de quoi, vous, moi, nous tous, on ne serait pas citoyens entre deux élections? Au nom de quoi la règle devait être maintenant, tu la fermes, rentre chez toi? Non. Et donc, on a le droit de réfléchir à d'autres institutions qui font que le citoyen reste acteur. Par exemple, la question de l'abstention. Non, mais j'aimerais être entendu là-dessus. La question de l'abstention. Mélenchon hier, je les approuve quoi qu'il ait dit. Alors on va continuer. Alors, il a dit on ne peut pas être riche. Il a dit on ne peut pas. Hier, lors de son allocution à l'Assemblée nationale, il a dit on ne peut pas être riche et ami du genre humain. Je vous pose la question. Vous, qui avec votre indemnité parlementaire, vous place parmi les Français les plus riches, de fait, est-ce que vous vous sentez ennemi du genre humain? Vous êtes incroyable. Vous savez, c'est une vraie question. Non, mais les riches, il a dit que les riches ne peuvent pas être amis du genre humain. Quand on aime les riches, ce qui veut dire, c'est que quand vous pensez que le premier acte que vous devez faire, c'est que les contribuables les plus riches de ce pays, ceux qui payent l'ISF, doivent contribuer moins à l'effort national, c'est de ces riches-là dont il parle. D'accord, un riche, un ultra riche auquel on a soulagé l'effort, si je puis dire, ça n'est pas ce que vous évoquez. Mais vous savez, puisqu'on fait des références historiques, pendant la Révolution française, un des grands personnages, Maximilien Robespierre, je dis ça pour vous effrayer un petit peu plus, avait dit que ce qui est de plus terrible encore que l'aristocratie de l'Ancien Régime, c'est l'aristocratie des riches. C'est-à-dire qu'en prennent le pouvoir ceux qui n'ont à parler que d'argent systématiquement. L'intérêt général ne passe pas par le fait de dire qu'il faudrait que les riches soient encore plus riches parce qu'ils vont réinvestir ce qui ne marche pas. Bref, oui, effectivement, cette idée que... Donc vous n'êtes pas ennemi du genre humain? Non. Et pourtant, vous faites partie des plus riches, des Français les plus riches. Mais vous n'avez pas compris ce que je chante. Vous pensez sincèrement, moi je suis pour... je comprends pas ce que... Sa phrase était maladroite, c'était sans doute... Non, elle est totalement... Non, c'est pas vrai. C'est que vous avez idéologiquement aujourd'hui un gouvernement qui dit que c'est bien d'être riche, c'est bien de concentrer des richesses, qui pense qu'il faut qu'ils en concentrent un peu plus, qui pense même qu'en rendant l'ISF à certains, ils vont réinvestir dans l'économie. Ça ne marche pas. Et si vous avez des ultra riches, madame, précisément, comment dirais-je, le malheur des pauvres est fait du paradis des riches, justement. C'est pas sans raison qu'il y a des ultra riches. C'est que la répartition des richesses est de plus en plus inégalitaire. C'est ça le fond du débat. Et vous ne pouvez pas à la fois dire vive les premiers de cordée et après dire ah bon, il y a des pauvres. C'est qu'il y a un lien, justement, sur le fait que si vous avez une concentration de richesses sur quelques-uns, ça pose un problème. Expliquez-moi, à travers vous, je débat. Pour quelle raison ? Moi, j'en avais à Montreuil, il y a un grand Carrefour et le groupe Carrefour, ce problème m'avait fasciné. Pour quelle raison? À travers le CICE, il faudrait rendre près de 400 millions d'euros au groupe Carrefour qui fait des profits, qui depuis que le CICE a été annoncé, va supprimer 2400 emplois. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Je l'ai posé plusieurs fois la question à un député En Marche. Pourquoi faut-il que ce groupe se voit rendre encore plus d'argent alors qu'il va licencier? Pourquoi M. Bompard, qui lui-même, je crois, c'est le PDG du groupe Carrefour, c'est pas mon ami Manu qui va faire la campagne, lui, il a un salaire personnel de 10 millions d'euros. Tout ça, c'est eux. Eux, si on est leur ami, qu'on leur rende toujours plus, eux sont les ennemis du genre humain, parce qu'ils veulent toujours concentrer plus de richesses. C'est l'idée. J'espère vous avoir convaincu. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce dégagisme ambiant, du coup? Vous aussi, parti politique, mais si, non, mais député. Il y a une crise extrêmement forte. Déjà, vous savez, quand il y a 18 mois, quand on avait lancé l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, on avait bien compris, la France insoumise essaye de répondre à sa façon, et ça a amené des questions de stratégie, on ne les développe pas, qui fait que nous nous tenons à distance des partis politiques traditionnels. Ça touche tout le monde. Mais moi, je le dis clairement, hein, moi, vous savez, je suis enseignant, je suis prof d'histoire, je suis prêt à être révoqué, il n'y a aucun problème. Dans la vie, je ne cherche pas à être député à vie, et je comprenais très bien qu'on rediscute de tout et que même on décide que la prochaine Assemblée nationale soit composée d'aucun député actuel. Je suis prêt à tout ça, il n'y a pas de problème. Bah oui. Déclaration intéressante, merci. On l'avait même dit pendant la campagne présidentielle. Porte-parole de la France Insoumise. Merci beaucoup d'avoir été notre invité politique. Merci Marcelo Westfred. On a appris que vous étiez un spécialiste de l'Amérique latine grâce à Alexis Corbière, et merci Nathalie Morel. Encore plus parmi toutes ces qualités. Merci à vous. Excusez-moi, on passe au débrief de l'actualité.
Merci Alexis Corbière qui quitte ce plateau. Ah pardon. À bientôt, mais pas du tout, c'est en direct. Je salue tout le monde. Et ça peut se voir. Et bonjour Olivier Auguste de l'Opinion. Rebonjour, vous étiez là dans la première partie de l'émission, ainsi que vous, Guillaume Doyen d'ailleurs, de la Gazette des communes, des départements, des régions et également du Courrier du maire. Vous y tenez, et nous aussi. Vous avez entendu Alexis Corbière. C'est intéressant. Ce dégagisme qui avait été prôné par la France insoumise, au fond, ils peuvent aussi en être la victime. Oui. Moi, je dois avouer que je suis un peu stupéfait par une partie des propos alors qu'on vient d'entendre, mais des oppositions en général, pour être franc, parce que... Enfin là, je suis prêt à ne plus être député dans une nouvelle Assemblée nationale lorsqu'aucun député élu aujourd'hui ne soit représenté dans la prochaine. Oui. Vous avez entendu ça, comme moi, il y a quelques instants. Il y a une focalisation, et on va en parler autour de la personne d'Emmanuel Macron en ce moment dans la question des Gilets jaunes. Mais il ne faudrait quand même pas que les politiques de ce pays échappent à leurs responsabilités collectives. S'il y a un ras-le-bol fiscal aujourd'hui, certes, on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, encore une fois, on peut y revenir, mais il y a eu quand même une accumulation depuis 40 ans de prélèvements. Regardez la courbe des prélèvements obligatoires, par exemple, elle monte de façon continue depuis plus de 40 ans, depuis les années 60-70. Donc, quand on a des représentants de partis, Jean-Luc Mélenchon, il est parlementaire depuis 1986, il a été ministre. Donc à un moment, le dégagisme, il faut réfléchir jusqu'où il va. Et effectivement, quand on est dans un espèce de soutien ambigu, je soutiens les manifestants, mais vous ne soutenez pas les violences, mais il faut quand même qu'on pose 2 fois, 3 fois la question avant d'avoir non, mais bien sûr, je ne soutiens pas les violences. Enfin, encore une fois, il ne s'agit pas de concentrer sur les insoumis, mais je crois que les oppositions, de façon générale, doivent prendre la part de leurs responsabilités, tous ceux qui ont été aux commandes à un moment ou à un autre. Guillaume Doyen. Oui, je pense même qu'elles sont en train, en vérité, de creuser leur tombe dans cette affaire. Elles prennent un risque énorme. Elles ne sont pas claires sur la question des violences, vous avez raison. Elles ne commencent pas par s'inquiéter du risque de violence. Et si ces violences surviennent, elles n'en tireront certainement pas profit. Deuxièmement, dans l'hypothèse où il y aura des élections anticipées, qui nous dit qu'elles en tireraient quelques profits, on n'en sait strictement rien. En revanche, elles peuvent porter lourd la responsabilité de ne pas avoir été clairement des facteurs d'apaisement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'être des facteurs de contestation. On peut faire là on peut apaiser et contester. Je voudrais que vous montrez à vous deux un tweet d'un ancien ministre important de l'Éducation nationale, qui est Luc Ferry. Vous allez voir dans un instant... sur cet écran, le voilà. Et maintenant, n'importe quel ministre annonce n'importe quoi à la place du Premier ministre et du Président, du jamais vu, tout s'effondre dans ce gouvernement. Guillaume Doyen. Alors là, ce que je venais de dire, Luc Ferry est sorti de la politique, mais tout s'effondre. Il ne faut quand même pas non plus caricaturer un problème de communication qui est patent, là, évidemment. Ça ne signifie pas que tout s'effondre. Si vous voulez... créer cette ambiance de fin du monde, on dirait qu'on l'espère en réalité. C'est ça qui me gêne un peu, si vous voulez. Oui, il va y avoir probablement samedi des faits extrêmement inquiétants qui vont se dérouler à Paris. Mais de là, si vous voulez, à les annoncer, à les espérer, à se demander qu'est-ce qui va en sortir, comment je vais tirer mon épingle du jeu, ce qui n'est pas le cas de Ferry. Non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça, si vous voulez. Mais cette ambiance générale un peu crépusculaire, que tout le monde s'amuse à regarder comme ça sans voir les conséquences réelles de ce qui peut se passer. Peut-être 2 extraits de l'interview d'Alexis Corbière qui vient d'avoir lieu. Il faut quand même lui redemander à 2 fois ou 3 fois pour qu'il finisse par dire non mais bien sûr, personne ne souhaite la mort d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est inouï ça comme remarque. C'est absolument ahurissant. Même chose, je pense qu'il serait bien qu'il y ait un changement politique. Vous lui parlez des Gilets jaunes depuis 10 minutes. Donc il faut le relancer pour lui demander, mais attendez, vous êtes en train de dire quoi? De parler d'un putsch? Non, mais je parle bien sûr qu'on retourne aux urnes. Donc on est toujours à la limite. Je l'ai dit, je l'ai pas dit. Il faut relancer 1 fois, 2 fois, 3 fois pour que... Non, bien sûr, je n'appelle pas au désordre, à la violence, etc. Franchement, c'est jouer avec le feu. Et tout s'effondre de Luc Ferry, ça vous inspire pas? Oui, mais alors là, il parle du cafouillage autour de l'ISF et de Marlène Schiappa. Oui, il y a eu un cafouillage. Oui, l'Élysée a mis une journée complète à réagir, à remettre les choses au carré. C'est très long dans la période qu'on vit. Oui, il y a de la fébrilité et de l'inexpérience dans la majorité. Maintenant, un ministre au sein d'un gouvernement qui prend une position dissonante par rapport à la ligne générale, c'est arrivé 500 fois avec tous les gouvernements. Est-ce qu'il y a une dissonance entre le président de la République successifs, pardon. Est-ce qu'il y a une dissonance entre le président de la République et le Premier ministre? Non, je ne crois pas. Il y a des
tensions, il y a des allers-retours, il y a des hésitations, il y a des approches probablement différentes, mais le Premier ministre est en première ligne. Le fait hier qu'Emmanuel Macron annule la hausse des taxes et corrige le Premier ministre, quasiment, ça vous pose non, si, pas c'est de problème? C'est gênant, bien entendu, mais on voit bien que Emmanuel Macron en revient, mais peut-être un petit peu tardivement, tout d'un coup, à une pratique un peu traditionnelle de la Ve République, où on met le Premier ministre en avant pour pouvoir éventuellement un jour, si la situation semble inextricable, le faire sauter comme fusible. Le seul problème, c'est que, et pour le coup, je vais rejoindre Alexis Corbière, sur les ronds-points, personne ne dit Édouard Philippe démission. Oui. C'est très personnalisé autour de la personne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron démission. Voilà. Absolument, on sait qu'il concentre sur lui la détestation d'un certain nombre de protestataires. Le tandem qui joue avec le Premier ministre n'est pas tellement bien, les rôles ne sont pas très bien distribués actuellement, si vous voulez. C'est vrai que ça pose un problème de compréhension de la façon dont la hiérarchie fonctionne. Hein. Les deux hommes, comment se répartissent-ils les rôles? S'il intervient sur un domaine que vient d'aborder le Premier ministre pour dire finalement on ne fait pas ça, c'était le cas hier, on se demande tout de même comment ils sont répartis leurs interventions publiques. Les députés de La République En Marche, là-dedans, qui avaient pris le Premier ministre pour leur chef de file, quelque part, il est le chef de la majorité, comment ils peuvent réagir? En tout cas, ils n'ont pas trouvé à ce stade, visiblement. C'est vrai que c'est le revers de la médaille. On a une génération qui est neuve, qui devait apporter de la fraîcheur, des idées, un regard un peu extérieur nouveau, mais c'est aussi une génération pour beaucoup de primo-élus qui n'ont jamais traversé de tempête politique. Et donc, il y a de la fébrilité, il y a de la panique pour certains d'entre eux, et puis il y a aussi un certain désarroi pour une partie des profils de ces députés qui avaient une carrière professionnelle ailleurs, qui avec sincérité se sont dit moi je vais m'investir, qui n'ont pas mené 20 ans de carrière politique et qui se retrouvent pris à partie tout d'un coup. Et qui ne sont plus élus locaux, puisqu'on ne peut plus être député-maire, ce qui est un des vrais problèmes de cette Assemblée, dont on ne parle pas assez, dont je vais parler tout de même, si vous voulez. Les relais qui se faisaient entre l'Assemblée et les territoires, ça passait bien par ce type d'élus, ça faisait remonter les problèmes et ça faisait redescendre les ordres. Malheureusement, je trouve que ça a été parfaitement démagogique que de faire sauter le cumul des mandats en se disant ça va ouvrir des postes, de la fraîcheur, etc. On n'a pas gagné en fraîcheur et on a perdu en expérience. Voilà, Guillaume Dayen, de la Gazette des communes, des départements et des régions, ça tombait bien. Merci beaucoup et merci Olivier Auguste, rédacteur en chef de l'Opinion, de nous avoir éclairé. Voilà, on va passer au Zap Matin, on va le regarder ensemble, de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, sur les plateaux des émissions politiques hier soir, et vous avez vu qu'il s'en est passé, et dans les matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. On a assisté à une séance surréaliste à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je pense que M. Édouard Philippe nous a fait ses adieux. Aucun regret. Je le dis ici, si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. Ça veut dire que ces taxes peuvent être modifiées, elles peuvent être diminuées, je ne pense pas augmenter et potentiellement supprimées. Cette taxe, elle est supprimée. C'est ce que vous nous confirmez. Le président de la République, il n'y aura pas en 2019 de nouvelles taxes sur les carburants. Le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a dit également. Et je pense que c'est un geste d'apaisement considérable. Je persiste à dire que c'est une manipulation. Hier soir, François de Rugy, à la question qu'il lui posait, mais ça va vous coûter 3 milliards, cette suppression. S'il y a suppression, il dit non, ça coûtera qu'1,5 milliard parce que le moratoire dure que 6 mois. Un aveu terrible. Le vrai responsable, il est à l'Élysée. Il est dos au mur face à un peuple profondément en colère. Sa responsabilité est historique. Il a créé un incendie, puis aujourd'hui il demande aux autres de l'éteindre. Donc c'est bien gentil. S'il veut appeler au calme, qu'il commence lui-même par balayer devant sa propre porte, obtenir un minimum de sérénité, ce serait pas mal de son côté. Aux casseurs, je veux dire, nous leur ferons face et nous serons intraitables. Je peux, mesdames et messieurs les députés, entendre la colère, mais je ne peux pas accepter la violence et je combattrai toujours la haine. J'ai trouvé ces propos indignes du Premier ministre. J'appelle, moi, le Premier ministre à la responsabilité. Je l'appelle à cesser ses provocations. Je l'appelle à entendre la souffrance du peuple français. Le président de la République a demandé aux forces politiques, aux forces syndicales, au patronat, de lancer un appel clair et explicite au calme et au respect du cadre républicain. Vous demandez aux gens raisonnables de rester chez eux samedi. Eh bien, ils iront quand même dans la rue.
Allez dire au monarque présidentiel que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez partis. Cédez ou partez, et quand vous partez, cédez avant. Et je pose une question à M. Mélenchon. Est-ce que ces termes « heureux » sont les jours que nous vivons? Est-ce que ces termes, il peut aller en face des familles des victimes, en face des familles des blessés et les prononcer? Est-ce qu'il en est capable? Vous vous rendez compte de ce cynisme absolu? Voilà, dans un instant, c'est la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique. À tout de suite.